Bonjour et bienvenue dans cette session sur les opportunités de digitalisation dans la chaîne de valeur du coton. Je vais passer la parole à Janine Ouattara qui va faciliter et ouvrir cette session. Janine, à toi. Karima. Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies, Monsieur le directeur général du Fonds national de la finance inclusive, Monsieur le directeur général du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural, Monsieur le secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée, Mesdames et Messieurs, chers invités, bonjour. Janine, le son est coupé. Nous ne vous entendons plus. Janine, il y a un problème avec le son, on ne vous entend plus. Maintenant, le son est revenu, mais ça a coupé après le mot de bienvenue. Après le mot de bienvenue. UNCDF, agence du système des Nations Unies, promeut des investissements dans 47 pays les moins avancés et intervient dans 3 domaines: le développement local, la finance inclusive et les investissements à travers une facilité de garantie. UNCDF crée de nouvelles opportunités au profit des populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises formelles et informelles. Actuellement, UNCDF met en œuvre sous l'égide du gouvernement burkinabé le programme d'appui à la résilience économique et climatique des populations du Burkina Faso à travers les innovations financières et digitales PARI, avec le soutien financier de la coopération luxembourgeoise. L'objectif global de ce programme est de contribuer de manière durable à l'accroissement de la productivité et des revenus en tirant profit du potentiel des innovations digitales afin d'améliorer l'accès au financement et aux opportunités économiques pour les femmes, les jeunes, les exploitants agricoles, les micro, petites et moyennes entreprises. Au Burkina Faso, la production du coton est une activité stratégique pour le développement économique. Elle joue un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté. Le coton occupe la 2e place en termes d'exportation du pays, soit 62% des exportations agricoles et 17% de la production en valeur. La digitalisation de la chaîne de valeur coton pourrait être le meilleur moyen pour optimiser et sécuriser la création des richesses. Au regard des potentialités et de l'importance des flux physiques et financiers dans la filière coton, UNCDF, en tant qu'acteur majeur engagé pour des économies numériques inclusives, a souhaité y contribuer à travers la présente étude afin de ne laisser aucun Burkinabé de côté à l'ère du numérique. Chers participantes et participants, le but de cette rencontre est de restituer les résultats de l'étude sur les opportunités de digitalisation de la chaîne de valeur coton pour une appropriation par les parties prenantes. Étant de divers horizons,
avec des expériences variées, je vous exhorte à faire de cet atelier un véritable cadre d'échange et de partage d'expériences. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements à tous d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Excellent atelier à toutes et à tous. Je vous remercie. Je passerai la parole à Monsieur Joseph Seninger de la coopération luxembourgeoise pour son mot introductif. Monsieur Seninger, à vous. Merci beaucoup, Madame Ouattara, Madame la responsable pays du NCDF. Distingués invités, permettez-moi tout d'abord de remercier UNCDF de nous avoir invités à cette cérémonie de restitution de ce projet organisé par le programme d'appui à la résilience économique et climatique à travers les innovations financières et digitales. Comme l'a dit Madame Ouattara, programme entièrement financé par la coopération luxembourgeoise et qui, dans cette instance, essaye de... Il y a beaucoup d'autres bruits, je pense, et qui, dans cette instance, essaye d'encourager la digitalisation, entre autres, digitalisation des flux et la productivité des contenculteurs. Bien que je suis à Ouagadougou, je me disais qu'il serait symboliquement mieux que je participe donc de manière digitale à cette restitution. Ce projet se concentre dans deux de nos secteurs principaux d'intervention clés, que sont justement la lutte contre le changement climatique au Burkina Faso et l'appui aux technologies de l'information et de communication, les TIC. Donc, nous sommes très heureux que ce projet produise des résultats, y compris pour une filière aussi importante au Burkina Faso que c'est le coton. L'importance de la digitalisation est devenue encore plus importante l'année dernière. Le dire maintenant est devenu une platitude, mais j'ai vu que l'étude a été menée en plein Covid, septembre-octobre 2020, ce qui accroît son importance et sa pertinence encore plus. Mais notre appui général, l'appui de la coopération luxembourgeoise à la digitalisation, sort d'une conviction profonde qu'il s'agit d'un outil qui permet d'autonomiser les producteurs et de niveler les défis auxquels ils font face pour offrir leurs services, vendre les biens qui sont produits, etc. Donc, c'est un véritable fil rouge de notre engagement au Burkina Faso pour apporter un soutien à cette autonomisation et à ce nivellement. Donc, je remercie encore une fois UNCDF et Madame Ouattara pour tous les efforts qui ont été menés dans un secteur très important et très prometteur et qui permettra aux populations du Burkina Faso de faire encore un pas dans leur développement durable. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités à cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Seninger. Merci au Grand-Duché du Luxembourg pour son soutien renouvelé à UNCDF. Alors, avant de passer la parole au cabinet Amaranth qui a conduit l'étude, juste vous informer que vous pouvez dès maintenant commencer à renseigner vos questions dans le chat, questions, commentaires, questions d'éclaircissement dans le chat. Elles seront répondues au fur et à mesure. Merci.
Alors, je passe la parole au cabinet Amaran qui a conduit l'étude. Madame Boulier, chef de projet, à vous. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Bonjour à tous les participants, bonjour à l'équipe UNCDF, bonjour à Monsieur le représentant de la coopération du Luxembourg, aimables invités. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir enfin faire la restitution de notre étude. Donc, comme vous pouvez le voir ici, notre atelier aujourd'hui se divise en 5 parties. Tout d'abord, dans une première partie, je vais vous présenter les objectifs de la recherche et l'approche qu'on a choisie pour la mener. Dans une deuxième partie, je vais vous donner un bref aperçu de la filière du coton au Burkina Faso. Ensuite, dans une troisième partie, justement, vous présenter la cartographie des principaux acteurs et de leurs activités respectives qu'on a pu établir. Ensuite, enchaîner sur une cartographie des flux qui existent au sein de la chaîne de valeur. Et dans une cinquième et dernière partie, présenter les opportunités de digitalisation qu'on a identifiées, ainsi que surtout les recommandations concrètes qu'on a pu proposer à UNCDF. Et pendant la présentation, notamment après la deuxième, la troisième et la quatrième partie, on va solliciter votre aimable participation pour participer à des petits quiz qui pourraient rendre l'atelier encore plus intéressant et avoir plus d'interaction entre nous et l'ensemble des invités. Donc, dans cette recherche, une question centrale a vraiment orienté nos activités. C'était de savoir comment augmenter les revenus des cotonculteurs pour renforcer leur résilience, pardon, et par la même occasion, améliorer l'efficience de la chaîne de valeur. Donc, pour cela, nous avons établi une cartographie détaillée de l'ensemble de la chaîne de valeur. Ensuite, nous avons analysé les différents mécanismes d'accès aux services par les acteurs de la chaîne de valeur, et également leurs besoins en la matière. Et donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons essayé d'identifier tous les flux financiers et non financiers qu'on pourrait potentiellement digitaliser. Et au final, on a proposé de manière concrète 2 flux qui pourraient être digitalisés. Donc, on a proposé en fait 2 modèles d'affaires concrets. Alors, les zones de recherche étaient préalablement définies dans les termes de référence de l'étude. Notamment, on devait mener la recherche dans 3 grandes régions productrices de coton au Burkina, donc le centre-ouest, le centre-sud et le centre-est. Mais bien évidemment, nous avons rencontré des acteurs et informateurs clés à Ouaga, à Ouagadougou et également à Bobo. Alors, la recherche a duré environ 6 semaines, donc la collecte de données sur le terrain. Et effectivement, on l'a menée en septembre et octobre de l'année dernière. Donc, effectivement, pendant la pandémie déjà. Alors, quelle était la méthodologie que nous avons mise en œuvre? En fait, notre approche était mixte, donc une approche à la fois qualitative et quantitative, puisque dans un premier temps, on a rencontré de manière individuelle donc, des acteurs qui sont directement impliqués dans la chaîne de valeur, donc évidemment les producteurs de coton eux-mêmes, mais également des transformateurs, des tisseuses, des représentants des sociétés d'huilerie, des transporteurs également, pour mentionner ces quelques exemples. Et nous avons également pu discuter
avec des acteurs qui sont très impliqués aussi, mais de manière indirecte, notamment, par exemple, des différents responsables de direction des sociétés cotonnières, mais également des représentants des associations professionnelles dans la chaîne de valeur, des banques également, des fournisseurs de services financiers et des représentants des différents services des ministères de tutelle. Nous avons également pu regrouper des producteurs de coton pour discuter avec eux dans le cadre de focus group. Donc, à peu près, plus de 200 producteurs de coton même. Et sur les 24 focus group qu'on a pu constituer, il y en avait 3 qui étaient exclusivement féminins, donc constitués uniquement de productrices de coton. Et donc, nous avons complété par une enquête quantitative, puisque nous avons pu administrer plus de 350, plus exactement 371 questionnaires quantitatifs, cette fois-ci avec uniquement les producteurs de coton. Donc, au total, on a eu un ensemble de 641 répondants auprès desquels on a pu collecter les informations concernant la filière. Je vais maintenant présenter de manière synthétique les informations clés qu'il faut savoir concernant la filière du coton. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir au Burkina, c'est qu'il y a 3 zones de production du coton qui sont tout simplement réparties entre les 3 sociétés cotonnières. Donc, à l'ouest du pays, il y a la zone qui est la zone de la Sofitex, au centre, la zone de la Faso Coton, et puis à l'est du pays, la zone de la Socoma. Il faut également savoir quelques informations, quelques éléments importants concernant le système de production du coton. La culture du coton est une culture pluviale, donc forcément c'est une activité saisonnière où l'activité se passe essentiellement de juin à octobre ou novembre à peu près. La filière se caractérise également par la faible superficie des surfaces qui sont exploitées par les familles et aussi par des équipements rudimentaires puisque les familles, les exploitants, les producteurs ont des animaux de trait et des charrues, charrettes au lieu de tracteurs par exemple. Un autre élément clé à savoir, c'est justement le mécanisme d'accès aux intrants par les producteurs. Donc, en fait, ce mécanisme s'articule autour l'organisation plutôt s'articule autour des coopératives et des sociétés cotonnières, puisque les coopératives recueillent les besoins en intrants des producteurs, les transmettent ensuite aux sociétés cotonnières, lesquelles, à leur tour, transmettent ces besoins-là, passent à la commande ou via un appel d'offres pour importer donc les intrants, tout en s'occupant parallèlement du financement de ces intrants, donc via les poules bancaires. Et par la suite, les intrants sont acheminés par les sociétés cotonnières vers les producteurs en passant de nouveau par les coopératives. Pour le crédit intrant pour lequel les producteurs se sont engagés,
Il est garanti grâce à la solidarité qui est un mécanisme dans les groupements de producteurs. Donc, c'est une caution solidaire qui est mise en jeu si, par exemple, en cas de mauvaise récolte, un producteur n'a pas suffisamment de recettes donc, pour rembourser son crédit. Donc, c'est la caution du groupement qui paye à sa place, on va dire. Un autre élément très important aussi pour bien comprendre la filière qui est très organisée, très structurée, c'est le mécanisme de fixation des prix. C'est important, le prix aux producteurs notamment, parce que c'est ce prix-là qui détermine le niveau de leurs revenus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix aux producteurs est fixé en début de campagne et il leur est annoncé également avant même qu'ils ne sèment. Par contre, le prix que les sociétés cotonnières encaissent sur le coton exporté, lui, il dépend du cours international du coton et également, évidemment, du cours du dollar. Donc, pour pallier, pour couvrir en fait, les variations qu'il peut y avoir entre le prix à l'international et le prix au producteur, il y a au Burkina Faso un mécanisme qui a été créé qui s'appelle le fonds de lissage, qui est tout simplement qui fonctionne de la sorte, c'est que si le prix à l'international est supérieur au prix au producteur, le supplément qui est encaissé est versé au crédit du fonds de lissage. À l'inverse, si le prix du coton, le prix mondial, est inférieur au prix au producteur, eh bien, c'est le fonds de lissage en fait, qui complète le déficit que les sociétés cotonnières encaissent. Donc, ce mécanisme est géré par l'Association interprofessionnelle du coton au Burkina. Alors, à cet endroit, avant de poursuivre la présentation, je vais vous solliciter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour un premier quiz. Est-ce que vous voyez les questions? Donc, la question, c'est quel est, selon vous, le taux de pénétration du téléphone mobile chez les cotonculteurs? Je confirme, Manu, on voit bien la question. Merci. Vous pouvez commencer à voter. Je vois qu'il y a déjà 9 votes, 11. Merci à tout le monde de participer activement. Nous allons laisser encore un peu de temps pour permettre à ceux qui le souhaitent de voter. On y est presque.
J'attends encore 10 secondes et puis j'arrête le vote. Merci pour votre participation. Alors, je garde un peu le suspense. On va donner le résultat de vos votes ainsi que la réponse à la question un peu plus tard dans la présentation. Et nous allons donc poursuivre maintenant. Merci pour votre participation au premier quiz. Vous pourrez vérifier vos réponses dans la suite de la présentation. Cette étude dont la restitution nous réunit ce matin a nécessité une recherche pour cartographier les acteurs qui interviennent dans la filière de production du coton, ainsi que les activités menées dans la région du centre, centre-est, centre-ouest, centre-sud. C'est ce que je vous invite à suivre avec la présentatrice. Merci. Donc, effectivement, notre recherche nous a permis de répertorier les grands ensembles d'acteurs qui interviennent dans toute la chaîne de valeur, ainsi que leurs activités respectives. Alors, il y a un rapport de recherche très détaillé et beaucoup plus dense qui sera bientôt partagé publiquement par UNCDF, où vous pourrez éventuellement consulter tous les détails vraiment de toute la recherche qu'on a menée. Maintenant, pour l'atelier d'aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer dans cette cartographie sur quelques-uns seulement de ces acteurs que vous pouvez voir ici, donc encerclés en rouge. J'espère que tout le monde voit bien. Donc, pour commencer, il y a les acteurs qui sont en amont de la chaîne de valeur, notamment les acteurs étatiques. Il faut savoir que l'État joue un rôle vraiment important dans la filière du coton, un rôle plutôt transversal, exercé à travers les ministères de tutelle et les services spécialisés de ces ministères-là. En l'occurrence, ici, aujourd'hui, nous vous présentons le secrétariat permanent du suivi de la filière coton libéralisée, qui est rattaché au ministère du Commerce et qui, en gros, est en charge de relever le défi de redynamiser la filière et qui garantit également le bon fonctionnement de la filière. Nous avons également le programme coton, qui est un service spécialisé rattaché au ministère de l'Agriculture et notamment à l'Institut national de l'environnement et des recherches agricoles, l'INRA. Et donc, comme le nom de cet institut l'indique, le programme coton réalise des recherches pour justement relancer la filière, donc des recherches pour améliorer les variétés, pour la fertilité du sol, etc. Alors, les institutions financières, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure pour le mécanisme de financement des intrants. Et évidemment, ce sont des acteurs vraiment piliers de la filière puisqu'elles financent en fait l'ensemble des activités tout au long de la chaîne. Donc, que ce soit en amont pour les intrants, mais aussi pendant la récolte jusqu'à l'exportation. Là également, le fonctionnement est très, très bien cadré puisque les institutions financières fonctionnent en pool. Donc, il y a d'un côté le pool bancaire national, dont à la tête se trouve Ecobank, mais également des banques commerciales de premier ordre du Burkina, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma à gauche, et qui travaillent de concert pour le financement, donc avec le pool bancaire international affiché ici. Enfin, il y a juste deux banques, mais il n'y a pas que ces deux banques-là internationales, évidemment, dans le pool bancaire étranger.
Il faut savoir que le réseau des caisses populaires du Burkina est également un acteur clé dans le financement de la filière. Nous arrivons maintenant aux producteurs de coton eux-mêmes. Alors, ils ont évidemment été vraiment au cœur de notre recherche. Alors, ils sont souvent regroupés dans des coopératives ou ils sont membres de groupements de producteurs. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique ici à gauche, le taux d'analphabétisme est élevé vraiment parmi les producteurs de coton. Le niveau d'éducation en général est relativement faible. C'est également un monde d'hommes avec une répartition, enfin une attribution des tâches bien définie entre les hommes, les jeunes, les femmes. Nous avons ici choisi de vous présenter un témoignage d'une productrice de coton que nous avons rencontrée dans le centre-ouest, qui indique tout simplement en fait que généralement, les femmes sont sollicitées pour des tâches moins lourdes, tandis que les tâches donc, qui sollicitent leur force sont généralement attribuées aux hommes, ce qui est un peu logique. Alors, pour ce qui est des activités proprement dites, il y a un processus qui est bien clair. Il y a toutes les préparations, les activités relatives à la production, donc préparation du sol jusqu'au semis, la récolte évidemment du coton brut, le stockage dans des marchés bien définis, jusqu'à l'écoulement du coton brut. Mais ce qu'on a aussi pu constater pendant notre recherche, donc au gré des discussions avec ces producteurs, c'est que, à part la production de coton, ils ont d'autres activités sources de revenus, puisque une grande majorité pratique l'élevage de bétail, de volailles, et où sont aussi des petits commerçants. Donc, ils vendent des produits comme du riz, de l'huile, ou alors les bêtes qu'ils élèvent. Ou aussi la culture de céréales. Donc, il n'y a pas que la culture du coton comme activité génératrice de revenus chez les producteurs. Voilà ce qu'il faut retenir. Notre, on va dire, maillon très, très important dans la chaîne de valeur sont évidemment les transporteurs, puisque ce sont eux qui acheminent le coton brut vers les unités d'égrainage et qui, une fois que le coton est traité et prêt pour l'exportation, ben, c'est de nouveau les transporteurs qui acheminent par la route le coton vers les ports d'exportation. Donc, ce sont en général des camions qui sont rattachés aux sociétés cotonnières, mais ça peut être aussi des transporteurs individuels. Les sociétés cotonnières, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a 3 au Burkina: Sofitex, Faso Coton et Socoma. Donc, elles sont évidemment des acteurs vraiment pivots ou piliers de la chaîne de valeur. Ce sont elles qui traitent le coton. Donc, sur le petit schéma de tout à l'heure, quand le coton brut est enlevé auprès des producteurs, c'est à ce moment-là que la propriété du coton est transférée aux sociétés cotonnières. Donc, il y a tout un processus, le coton est transporté, pesé,
Et ensuite, il y a le traitement, l'égrainage dans les usines d'égrainage avant que le coton soit conditionné dans des balles de coton de 200 kg à peu près et stocké, préparé pour être exporté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs, eux, leur repère, c'est l'enlèvement du coton. C'est à partir de l'enlèvement, en fait, qu'ils comptent le délai théorique de 3 semaines où ils sont censés être payés de leurs recettes. Les transformateurs, alors ce sont également des acteurs clés de la chaîne de valeur, puisque ce sont eux qui transforment le coton aussi localement, donc au Burkina. Il y a ceux qui transforment la fibre de coton en fil. Donc au Burkina, il n'y a qu'une seule société de filature, c'est la FILSA, Société de filature du Sahel. Alors, le fil est coulé essentiellement localement auprès des grossistes, justement pour le tissage. Et puis, il y a aussi les sociétés d'huilerie. Alors, pendant notre recherche, on a pu rencontrer un représentant de la SNCITEC, une des sociétés d'huilerie au Burkina, qui donc transforme les graines de coton en savon ou en huile et qui écoule, vend ces produits transformés également, essentiellement sur le marché local, notamment aussi auprès des grossistes. Et enfin, on ne peut pas parler des activités de la chaîne de valeur du coton sans parler de l'activité de tissage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité essentiellement féminine et artisanale. Et un des principaux soucis justement de ces tisseuses, c'est l'approvisionnement en fil qui est leur matière première. Souvent, les représentants d'associations qu'on a rencontrées nous ont confié que souvent, il n'y en a pas assez. Elles se fournissent pas directement auprès de la FILSA, mais plutôt au niveau des grossistes. Et sinon, pour les produits finis, pagnes, tapis, etc., ils sont vendus à des particuliers dans des boutiques ou dans la sous-région ou à l'international également, dans des foires, par exemple. Avant d'enchaîner sur la prochaine partie, je vais de nouveau solliciter votre participation à notre prochain quiz sondage. La question est, quelle est selon vous la proportion de cotonculteurs qui utilisent le téléphone mobile pour effectuer des opérations de mobile money? Le vote est ouvert. Encore quelques dizaines de secondes. Merci beaucoup de participer à notre petit sondage.
10 secondes. Merci à tous pour votre participation. À notre deuxième quiz, tout comme pour le premier, les réponses se trouvent à la suite de la présentation. À présent, je vous invite de poursuivre la restitution avec la cartographie des flux dans la chaîne de valeur du coton. Merci beaucoup, Janine. Donc, en plus d'avoir établi la cartographie des acteurs et des activités, nous avons également analysé les flux financiers et non financiers qui existent au sein de la chaîne de valeur du coton. Alors, en ce qui concerne les flux financiers, c'est-à-dire les flux de paiement essentiellement, le principal constat qu'on a pu faire, c'est que c'est le poids du cash, notamment chez les producteurs de coton. La quasi-totalité de ceux qu'on a interrogés ont déclaré qu'ils sont payés en fait pour leurs recettes de production en espèces, comme vous pouvez le voir ici dans le graphique, même si évidemment quelques autres moyens de paiement existent, mais de manière plutôt marginale, mais c'est vraiment le cash qui est encore très dominant pour du moins ce groupe-là d'acteurs. Mais on verra dans le slide suivant. Alors, on a essayé donc de faire une cartographie simplifiée à l'aide des acteurs, leurs activités et en identifiant bien les transactions qui existent entre chaque entité ou chaque acteur. Et on est arrivé à ce petit schéma-là. Donc, ce qu'il faut voir tout d'abord, c'est que dans la partie supérieure du schéma, sur les flèches rouges, en rouge que vous pouvez voir, j'espère, tout est encore, tout est formel, c'est-à-dire les flux passent par le circuit bancaire en fait. Donc, par exemple, quand un grossiste se fournit en fil auprès de la société de filature, ou quand, évidemment, pour le paiement des fournisseurs d'intrants, ou quand les sociétés d'huilerie achètent aussi les graines auprès des sociétés cotonnières. Donc, c'est des virements, des traites, etc. Et évidemment, pour tout ce qui est décaissement ou remboursement des financements qui sont mis en place, tout ça se passe dans le circuit bancaire. En revanche, pour les petits paiements, entre guillemets, les petits paiements, c'est-à-dire donc les flèches que vous avez dû voir apparaître, les flèches vertes, donc par exemple pour payer la main-d'œuvre saisonnière, pour justement quand les particuliers achètent les produits transformés, ou beaucoup de transporteurs également nous ont indiqué qu'ils sont payés souvent en espèces. Et évidemment, les producteurs, comme on l'a vu dans le schéma précédent, sont payés de leurs recettes de campagne essentiellement en cash. Donc ça, ce sont les éléments vraiment clés à retenir pour bien comprendre comment se passent les paiements dans la filière. Pour ce qui est des flux non financiers, c'est-à-dire en fait tout simplement les flux d'informations, comment les informations circulent dans la chaîne de valeur, l'élément déterminant, c'est tout simplement
le taux d'analphabétisme qui est élevé, on l'a vu précédemment. Et donc, cela fait que le mode de transmission orale ou verbale est privilégié, préféré par les acteurs, notamment donc, les producteurs, par exemple. Les femmes, par exemple, plébiscitent vraiment la radio, mais vraiment tout ce qui est bouche à oreille ou alors les informations pardon, transmises par les sociétés cotonnières, par exemple, aux producteurs ou aux coopératives, sont également véhiculées oralement. Et puis, on nous a parlé aussi d'un personnage, je dirais, qui joue également un rôle important auprès des producteurs, qui est appelé Kobnaba. C'est en langue morée le chef des récoltes et donc qui est aussi très écouté par les producteurs pour transmettre des informations, les informations qui les intéressent. On a de nouveau essayé de schématiser ça, de faire une petite cartographie des flux d'informations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de ce qu'on a compris, en tout cas, il y a beaucoup plus de flux de non financiers qui descendent, c'est-à-dire depuis les acteurs étatiques, par exemple, et surtout les sociétés cotonnières vers les acteurs qui produisent. Donc, ce sont des informations d'actualité qui passent directement vers les producteurs, comme par exemple le calendrier de production, le prix, surtout qui est très important pour eux, les différentes dates de pesée, de paiement, mais également les informations relatives à la météo. Et puis, il y a toujours, comme par exemple le Kobnaba que j'ai mentionné tout à l'heure, d'autres informations qui transitent par les agents techniques d'agriculture qui sont là pour partager en fait des techniques et des conseils pour la production et donc qui ont plutôt un rôle d'appui conseil aux producteurs. Par contre, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a relativement peu d'informations qui vont des producteurs vers les acteurs en amont de la chaîne. Et en tout cas, on l'a mentionné tout à l'heure, les producteurs expriment leurs besoins en intrants, par exemple, mais passent par les coopératives et les groupements qui sont les acteurs qui acheminent ces informations-là vers les sociétés cotonnières notamment. Donc voilà une présentation assez synthétique de la cartographie des flux financiers et non financiers qu'on a pu réaliser. Avant de passer à la dernière partie, je vous sollicite de nouveau pour un dernier sondage. Je rappelle que les résultats de vos votes ainsi que les réponses selon les informations qu'on a collectées seront bientôt communiquées donc, sur la 5e partie de notre présentation. Voici la question. Les femmes gardent plus d'argent sur leur compte mobile money que les hommes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
encore 10-20 secondes pour permettre à ceux qui le souhaitent de voter. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais à présent clôturer ce dernier sondage. Merci encore. Donc, nous voici à la 5e partie qui, je suppose, intéresse vraiment toute l'audience aujourd'hui. Donc, un petit rappel, j'ai présenté tout à l'heure que dans les slides précédents, que les transactions d'une bonne partie des producteurs de coton notamment, mais également des transporteurs, au niveau des tisseuses, par exemple, se font globalement en cash et que les informations également dans la chaîne de valeur circulent par la voie orale. Et donc, en fait, on pourrait tout de suite en déduire que le potentiel de digitalisation, il est là. Mais toutefois, il nous est paru intéressant aussi d'essayer de mesurer au travers des informations qu'on a recueillies la maturité digitale de ces acteurs-là qu'on ciblerait pour la digitalisation de leurs transactions. Et en même temps, j'apporte ici sur ce diapo, sur ce slide, les premières réponses aux 2 premiers sondages. Donc, comme vous pouvez le voir, plus de 90% en fait. Donc, vraiment la grande majorité des cotonculteurs possèdent un téléphone mobile. Alors certes, c'est le modèle basique. Donc, par rapport à ça, c'était notre premier sondage. Alors, je rappelle que les 3 choix de réponse proposés étaient 30%, 70%, 90%. Et en fait, le taux de 70 et 90 sont à égalité. 41% de chaque des participants qui ont voté ont, de manière égale, donc, donné ces 2 pourcentages. La vérité, en tout cas, selon ce qu'on a recueilli auprès des producteurs de coton qu'on a pu rencontrer, c'est que la proportion, le taux de pénétration en fait, du téléphone mobile est largement supérieur à ça. Et de même, pour l'utilisation du téléphone pour les transactions de mobile money. Donc, je rappelle les pourcentages qu'on a suggérés, c'était 20%, 50% ou 60%. Ici, donc, la bonne réponse, entre guillemets, du moins, encore une fois, par rapport à ceux qu'on a rencontrés, c'est que environ la moitié, en fait, de ceux qui possèdent un téléphone mobile l'utilisent déjà pour effectuer des opérations de mobile money. Et par rapport au vote, vous étiez plutôt nombreux à penser que peu de cotonculteurs utilisent le téléphone puisque le taux qui a recueilli le plus de pourcentage, c'est le taux de 20%. Effectivement, donc la réalité est plutôt que
du moins, ils connaissent ce mode, cet outil digital, ce canal de paiement digital, et il y a déjà une partie non négligeable qu'ils l'utilisent pour faire des transactions. Et donc, à travers ces quelques données que je présente ici, il y a quand même déjà un niveau de pénétration, d'appétence aussi pour les outils technologiques. La quasi-majorité ont un poste radio, on l'a vu tout à l'heure, ils préfèrent écouter que lire, évidemment. Et puis, ils sont plutôt autonomes aussi en énergie, ce qui leur permettrait de recharger leur téléphone, puisque il y a une grande partie aussi qui sont équipés de panneaux solaires. Et évidemment, le défi, c'est que quand on parle de digital, on pense à la connexion Internet, etc. Le taux de pénétration du smartphone est encore très, très faible. Évidemment, on est en milieu rural. Très peu s'informent aussi via le téléphone. Et puis, ceci est expliqué tout simplement par le nombre d'analphabètes parmi ce groupe-là. Et donc, il y a d'un côté les données chiffrées qu'on a pu collecter, mais il y a également les témoignages ou les partages d'informations quand on a discuté avec les différents acteurs rencontrés pour essayer de savoir quelles sont les opportunités de numériser les flux. Donc, par exemple, c'est une productrice de coton, donc une femme qui, dans son témoignage que vous pouvez lire là, indique déjà que le mobile money, en fait, remplace déjà les banques qui ne sont pas forcément à proximité de leur champ, de leur lieu d'habitation. Et puis, on pourrait également identifier un potentiel dans la formation, parce que ça, c'est vraiment une demande forte, qui a été exprimée. Ici, c'est une tisseuse qui s'exprime, mais globalement, les acteurs directs de la filière, les tisseuses, les producteurs, ont exprimé vraiment un besoin important, par exemple, pour la formation professionnelle. Donc, nous avons tout simplement identifié 2 raisons fortes vraiment pour digitaliser les flux financiers. Donc, premièrement, c'est que l'outil digital, donc le téléphone, permettrait, c'est un moyen de sécuriser les recettes de campagne. Et puis, c'est un moyen aussi pour promouvoir l'autonomisation financière des femmes et justement les pousser à épargner davantage. Et donc, ici, vous avez le résultat au dernier sondage, puisque sur les acteurs, les producteurs de coton qu'on a pu rencontrer, plus que les hommes, effectivement, les femmes gardent plus d'argent sur leur compte de mobile money, donc en termes de montant. Et puis, elles gardent aussi cet argent-là plus longtemps sur leur compte que les hommes. Donc là, je pense qu'il y a unanimité. Ce n'est pas non plus une surprise pour vous, puisque si je mesure par rapport aux résultats du vote, plus de 80% d'entre vous ont trouvé la bonne réponse, on va dire. Donc, c'est tout simplement une réalité. Donc, je présente de nouveau le petit schéma que vous avez déjà vu précédemment pour bien visualiser en fait les opportunités de digitalisation. Donc ici, cela concerne les flux financiers. Donc sur la partie supérieure du schéma, on en a déjà parlé, c'est le système bancaire. Donc c'est bien mis en place, bien structuré. Par contre, toutes les transactions en cash
qu'on a vu tout à l'heure dans la précédente cartographie. Donc, les flèches en bleu. Et compte tenu du taux de pénétration du mobile et d'une certaine connaissance qu'ont déjà les acteurs de ce mode de paiement, représente un potentiel de digitalisation. En tout cas, ces transactions-là pourraient être réalisées via le mobile money. Pour les flux non financiers, donc là, il existe déjà aussi un potentiel qui ne demande qu'à être développé puisque notre population cible, donc toujours les producteurs, savent déjà que le téléphone mobile peut servir à autre chose que de passer des appels ou envoyer ou recevoir des messages textes, puisque une proportion non négligeable, comme vous pouvez le voir ici dans le graphique, estime que le téléphone peut être utilisé pour être informé des actualités, des prix, des alertes météo, mais même pour recevoir de l'information. Donc ça, c'est une information clé également qui milite en tout cas qui encourage pour qu'on essaye aussi de tenter des expérimentations de digitalisation des flux non financiers. Mais malgré tout ce potentiel, toutes ces opportunités qu'on a identifiées, évidemment, il existe de nombreux défis dans la chaîne de valeur, puisque comme il y a vraiment des habitudes qui sont là depuis des années, par exemple, les producteurs doutent en fait de la compatibilité du mobile money avec la gestion des paiements de leurs recettes et aussi la gestion du crédit intrant. Donc, vous pouvez voir à travers les verbatims ici ils se posent des questions, en tout cas, ils sont interrogatifs, ils doutent. Un défi important aussi à relever avant d'envisager une digitalisation des flux, c'est que il y a tout simplement très peu de points d'accès en fait pour le mobile money dans les zones de production du coton et dans les zones rurales en général. Et un acteur d'une société cotonnière nous a confié que c'est en tout cas un élément dissuasif et qui ne va pas encourager du tout l'ensemble des acteurs à avancer vers la digitalisation tant que le réseau de points de vente n'est pas suffisamment étouffé. Également, les frais qui sont appliqués sur les opérations sont décourageants pour la plupart des producteurs, en tout cas, parce qu'eux, ils regardent le net qu'ils perçoivent à la fin sur leur recette. Et donc, s'il y a des frais sur les transactions de mobile money, pour eux, ça impacte directement, évidemment, le revenu qui reste sur leur production. Et puis, il y a toujours ce manque de maîtrise ou une faible maîtrise de tout ce qui est outils digital combiné avec l'analphabétisme, et notamment, par exemple, chez les femmes. Là, malheureusement, il y a plus d'analphabètes chez les femmes que chez les hommes, du moins d'après les producteurs qu'on a pu rencontrer. Pour témoigner aussi du peu d'assurance en fait que les femmes ont pour utiliser le téléphone mobile, par exemple. Ce sont plus les femmes qui ont confié à nos enquêteurs qu'elles oublient souvent leur code secret pour valider une opération, par exemple, plus que les hommes, voire même il n'y avait pas du tout de producteurs qui ont mentionné ce problème-là.
Donc, à partir de ces opportunités qu'on a identifiées, quelles sont les recommandations qu'on peut tirer? Alors, nous, on en a identifié 3 en tout cas qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. La première recommandation, c'est tout simplement de digitaliser, en tout cas le paiement des revenus des producteurs de coton. Par exemple, dans le cadre d'un partenariat entre l'État et un acteur privé, donc tout simplement encourager des partenariats publics-privés en fait. Mais les conditions de réussite de cette digitalisation du paiement des revenus, à notre avis en tout cas, dépend vraiment de l'adhésion en fait, de l'ensemble des acteurs, à commencer par exemple, l'Union des producteurs, les sociétés cotonnières, en gros, toutes les organisations faîtières de la filière. Cela nécessitera sans doute aussi une sensibilisation des producteurs pour qu'ils adoptent vraiment de manière large, en fait, le mobile money, en l'occurrence, et s'inscrivent vraiment aussi et utilisent ce service. Donc ça, c'est la première recommandation. Mais si vous vous rappelez, sur la cartographie des flux financiers, il y a aussi tous les paiements, en fait, des transactions, on va dire, périphériques, c'est-à-dire quand il y a des achats en gros des achats au gros, pardon, de matières premières, des ventes de produits transformés. Tous ces flux de paiement pourraient être digitalisés aussi, mais ça passe toujours par vraiment une sensibilisation massive de tous les accepteurs de paiement, donc les grossistes notamment, dont on sait que certains préfèrent quand même encore l'espèce, même s'il s'agit de montants relativement élevés. Et puis, du côté, par exemple, de la main-d'œuvre saisonnière, des transporteurs vraiment sensibilisés pour encourager le paiement de masse. Mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, ceci ne pourrait réussir que si le réseau de points de vente dans les zones cotonnières soit développé, qu'on fasse aussi un effort vraiment significatif d'assurer en fait la liquidité dans l'écosystème de distribution du service, donc que les points de vente soient toujours approvisionnés en cash et en monnaie électronique. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque les frais sont considérés comme un frein, que par exemple les fournisseurs de services financiers, notamment les opérateurs téléphoniques, offrent aussi des prix attractifs, en tout cas à destination des producteurs de coton ou des autres acteurs qu'on ciblerait aussi. Donc ça, c'est pour les flux financiers. Après, qu'est-ce qui pourrait être recommandé pour les flux d'information? Compte tenu de l'État et des préférences des acteurs qu'on ciblerait, on pourrait digitaliser la communication, donc la circulation de l'information tout simplement dans la chaîne de valeur en utilisant le téléphone mobile. Mais évidemment, les conditions de réussite sont là aussi que le réseau téléphonique et Internet, notamment dans les zones cotonnières, doivent être performants. Et puis, il faudrait trouver un moyen d'aider davantage les producteurs de coton pour mieux s'approprier en fait l'outil digital. Et enfin, donc s'adapter ou adapter en tout cas l'offre de digitalisation de l'information à leur aptitude et préférence en offrant par exemple des supports visuels de communication ou de formation
visuel ou audio, et surtout en langue locale. Donc, une fois ces recommandations formulées, nous avons proposé, donc, puisque c'était l'objectif final de notre mandat dans ce projet, proposer deux modèles d'affaires deux modèles d'affaires pour concrétiser ces recommandations-là de digitalisation. Donc, le premier modèle qu'on a recommandé, c'est justement d'adresser en fait le paiement des revenus des producteurs. Donc, de digitaliser ce paiement-là, mais en le couplant évidemment avec une campagne de sensibilisation massive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un modèle qui a déjà été expérimenté et on pourrait tout à fait, si on décide d'aller de l'avant, capitaliser sur les apprentissages des premières expériences, on va dire, puisque selon les informations qu'on a obtenues, au Burkina même, il y a déjà eu l'année dernière une première expérience menée entre Orange donc, et le ministère de l'Agriculture. Et en l'espace de quelques mois, 3-4 mois, je crois, on a pu enrôler jusqu'à 8000 producteurs de coton et les payer également via Orange Money. Et puis, il y a d'autres expériences internationales qui pourraient être intéressantes aussi et dont on pourrait apprendre, puisque dans d'autres pays de la sous-région, notamment au Bénin, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, il y a d'autres chaînes de valeur agricoles qui ont été digitalisées, notamment le riz ou aussi le cacao. Donc, ces expériences-là pourraient bénéficier à un modèle d'affaires qu'on lancerait au Burkina. Évidemment, ce modèle-là impliquerait, en tout cas nécessite l'implication vraiment et l'adhésion de différents acteurs de la chaîne de valeur. Donc, par exemple, si on prend l'expérience avec Orange, donc un représentant ou le ministère de tutelle, tout simplement, avec un opérateur ou un acteur privé, l'union des producteurs, mais aussi la société cotonnière responsable de la zone dans laquelle on aimerait mener un premier pilote, par exemple. Et puis, puisque le modèle propose de mener une sensibilisation vraiment des acteurs ciblés, il faudrait des acteurs opérationnels qui se déploieraient vraiment dans les zones où sont localisés, où sont basés les acteurs ciblés pour vraiment mener la sensibilisation et l'enrôlement aussi après. Et après, on pourrait inclure dans le modèle un partenaire bancaire et un partenaire technique selon les besoins. Madame Ouattara? Oui, Madame Boulier. Alors, concernant les modèles d'affaires, juste une question ici pour vous. Qu'est-ce qui pourrait entraver l'implémentation des modèles d'affaires proposés? Alors, effectivement, on a identifié quelques risques quand même dont il faut tenir compte et qu'il faut essayer d'atténuer ou
en tout cas d'adresser avant d'implémenter un tel modèle d'affaires, puisque vraiment l'adhésion de tous les acteurs clés est nécessaire. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'UNPCB qui pourrait être impliqué, la société cotonnière. Pourquoi c'est essentiel en fait? C'est parce que ce sont les entités qui interagissent vraiment et qui appuient les producteurs au travers des coopératives et des groupements. Et donc, si ces acteurs-là n'adhèrent pas au modèle d'affaires, ça aura tout simplement comme conséquence qu'il y aurait une faible mobilisation des producteurs. Et comme je l'ai mentionné vraiment plus tôt, comme la filière du coton est aussi un monde d'hommes, un autre risque qu'on a identifié aussi, c'est qu'il pourrait y avoir une faible participation des femmes, une faible adhésion tout simplement des femmes au modèle, alors qu'elles, selon les opportunités qu'on a identifiées, gagneraient vraiment dans cette digitalisation. Et puis tout à l'heure, dans le modèle, dans la description du concept, j'ai également mentionné les acteurs qui se déploieraient pour conduire cette sensibilisation et enrôlement sur le terrain. Ces acteurs-là pourraient aussi menacer la réussite, on va dire, du modèle, puisque comme ils doivent se déployer en fonction de l'éloignement, de la météo, les groupes ou les villages qu'on ciblerait pourraient être inaccessibles. Et puis, un dernier risque très important et qu'on a vu dans d'autres expériences, c'est que quand on parle d'enrôlement au service de mobile money, notamment des acteurs qui opèrent encore dans l'informel et qui ne sont pas bancarisés, bien évidemment, ceci n'aboutit pas si les acteurs qu'on cible n'ont pas les documents d'identité qui sont conformes. Donc, si ces documents-là d'identification ne sont pas valides ou n'existent pas, ça pourrait menacer également le modèle pour vraiment arriver à enrôler massivement donc des producteurs et les faire adhérer au nouveau service digital. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, puisque c'est ça qu'on a analysé dans notre étude, c'est comment trouver des moyens pour augmenter en fait les revenus des producteurs de coton. C'est que si on arrive à tout simplement à faire aboutir ce modèle-là, donc de digitaliser le paiement, ça contribuerait à rendre l'activité formelle, puisque les comptes seront des comptes formels, digitaux et traçables. Et puis, j'ai mentionné également le délai de 3 semaines de paiement des recettes de coton. En fait, souvent, les producteurs qu'on a rencontrés se plaignent souvent que les 3 semaines n'étaient pas respectées. Souvent, les revenus du coton sont encaissés bien plus tard. Donc, il y en a même qui nous ont mentionné que ce n'est pas 3 semaines, mais 2, voire même 3 mois. Donc, la digitalisation serait un moyen peut-être intéressant d'automatiser le paiement tout simplement des producteurs, et également dans la mesure où ça réduirait leurs dépenses puisque ça diminuerait les déplacements. Donc tout ça, ce serait au bénéfice des revenus. Et puis surtout aussi, la digitalisation du paiement leur ouvrirait aussi l'accès à d'autres peut-être produits ou services financiers dont ils ont besoin, puisqu'il y en a qui souhaitent développer leur exploitation ou alors investir dans des équipements plus modernes. Donc voilà un peu en tout cas les résultats potentiels qu'on a identifiés.
qui rendent ce modèle particulièrement intéressant. Le deuxième modèle d'affaires qu'on a recommandé, qu'on a en tout cas suggéré à UNCDF dans le cadre de notre recherche, traite plutôt la digitalisation de la communication, donc de l'information. Et comme le paramètre météo, en tout cas compte tenu des bouleversements climatiques qu'on connaît tous, sachant que la pluviométrie, par exemple, est une information importante pour le secteur, eh bien, l'information relative à la météo ou au climat est tout simplement essentielle pour les producteurs de coton. Donc, le modèle serait soit de créer une plateforme dédiée à digitaliser cette information-là, ce type d'information, ou alors d'adopter une solution digitale qui existerait déjà, et en tout cas qui fonctionne avec la technologie USSD en rapport avec le type de téléphone que la majorité des producteurs de coton utilisent. Donc ici, nous avons en tout cas jugé intéressant de partager avec vous une initiative étrangère qui existe déjà, qui est celle d'une start-up sénégalaise, Mlouma, qui a plusieurs solutions digitales sur sa plateforme, dont une solution digitale qui adresse donc les informations liées à la météo, Météo Bay, qui pourrait fournir des enseignements intéressants, en tout cas, pour ce modèle d'affaires-là. Et là, comme pour le précédent modèle d'affaires, il faudrait impliquer différents acteurs clés, donc de nouveau l'UNPCB, la société cotonnière qui est responsable de la zone qu'on veut adresser, un opérateur téléphonique en tout cas, puisque c'est une solution qui fonctionne avec la technologie USSD, et le cas échéant, surtout si on veut encore créer toute la solution, un partenaire technique. Là également, il y a quelques risques qui pourraient menacer la faisabilité du modèle. C'est de nouveau une faible adhésion des coopératives et groupements, ce qui n'encouragerait pas les producteurs de coton à adhérer à la solution. Et puis, tout ce qui est lié à l'infrastructure, si le réseau téléphonique n'est pas performant, ou alors dans la solution qu'on proposerait, si le parcours client n'est pas satisfaisant pour les producteurs et qui rendrait l'utilisation donc de cette solution particulièrement compliquée. Mais en tout cas, là aussi, les résultats escomptés qui auraient un impact direct sur les revenus, c'est que une telle digitalisation de l'information météo permettrait aux producteurs de mieux anticiper. Et donc, s'ils anticipent, c'est que normalement, ils prendraient des mesures et des actions pour agir, surtout par exemple en cas d'alerte météo, d'intempéries ou autre. Et puis, ça permettrait sans doute aussi d'avoir à expérimenter des pertes de revenus, puisque si
les alertes météo sont anticipées, ben, il y aurait peut-être moins de dégâts sur la production. Voilà donc pour les 2 modèles d'affaires qu'on a proposés à l'issue de notre recherche et qui pourraient être concrétisés puisqu'il y a déjà des initiatives similaires. Et c'est cela aussi qui termine ma présentation. Merci beaucoup, Madame Boulier, pour cette belle présentation. Je n'ai aucun doute qu'elle a été suivie avec un grand intérêt par nos participants. Alors, je pense également qu'ils ont hâte qu'on passe à la série de questions et réponses. Je vois déjà une question ici de Monsieur Issoufou. Quelle est la part du coton dans le revenu agricole, puisqu'on constate qu'ils ont beaucoup aussi, les producteurs de coton, qu'ils sont nombreux dans l'élevage et le commerce, environ 80% en même temps éleveurs et 50% commerçants selon les résultats présentés. Alors, Monsieur Issoufou, ici, il veut juste avoir une idée de la part du coton dans le revenu agricole. À vous, Madame Boulier. Alors, à vrai dire, pour être honnête, on n'est pas allé jusqu'à ce niveau de détail, c'est-à-dire on n'a pas essayé de vraiment de détailler la part des revenus, en tout cas les parts qui composent les revenus globaux des producteurs de coton, mais on pourrait peut-être déduire de la répartition que la production le coton constitue quand même la principale source de revenus et que les activités autres sont des activités annexes. On a plutôt des informations qualitatives en fait par rapport à cette question, c'est-à-dire que le coton en tout cas ne suffit pas seul pour subvenir à leurs besoins. Et voilà pourquoi les cotonculteurs sont presque systématiquement tous des éleveurs. Ils cultivent beaucoup aussi différentes sortes de céréales. Et il y a un phénomène qu'on constate aussi de plus en plus, du moins dans certaines régions, sans données chiffrées, mais en tout cas, une activité comme l'orpaillage, par exemple, prend de plus en plus d'ampleur, en fait, ce qui fait que certains producteurs de coton délaisseraient un peu cette activité-là de coton pour aller plutôt chercher de l'or. Voilà ce que je peux donner comme indication. Merci bien, Madame Boulier. Alors, une autre question. De Monsieur Florent Gérard Ouetta. Existe-t-il un mécanisme de vérification de la qualité des intrants fournis aux producteurs? Oui. À vous? Oui, en effet, des informations qu'on a pu collecter surtout au niveau des sociétés cotonnières. En fait, les intrants qui sont importés ne sont pas directement distribués aux producteurs, mais on fait un contrôle qualité. On a eu la chance de pouvoir discuter avec le directeur des intrants et des crédits agricoles de la Sofitex, qui nous ont expliqué en détail que tout le processus en fait de contrôle qualité des intrants. Et en tout cas, je vous invite à lire
dès qu'il sera disponible sous quelques jours, le rapport détaillé qu'on a élaboré dans le cadre de cette recherche où vous trouverez une réponse un peu plus approfondie à cette question. Merci, Madame Boulier. Alors, une autre question de Monsieur Issoufou Bamba sur les flux financiers. Alors, sa question est de savoir pourquoi le total ne donne pas 100%. Donc, parlant des répondants sur les moyens de paiement. Oui, en fait, je peux peut-être revenir là-bas. Que je retrouve le graphique. Donc, je pense que c'est ça. En fait, la présentation du graphique aurait pu être un peu différente. La manière dont on a posé les questions et les sous-questions ici, enfin, la question était comment les producteurs de coton perçoivent leurs revenus, c'est-à-dire quels moyens de paiement sont utilisés quand ils sont payés en fait de leurs recettes. Et on a donné donc des sous-questions. Donc, les sous-questions, c'est est-ce que c'est en cash? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que c'est par carte bancaire, Orange Money, Mobicash ou d'autres moyens de paiement? Et sur chaque sous-question, il devait dire oui ou non. Donc, les 100%, ce n'est pas pour additionner les 1, 2, 3, 4, 5, 6 moyens de paiement là, mais c'est plutôt 91% de ceux qu'on a rencontrés ont dit que oui, ils sont payés en cash et 9% seulement non. Donc c'est oui, non en fait. Donc ici, c'est les proportions de ceux qui ont dit oui par rapport aux moyens de paiement. J'espère que j'ai répondu à cette préoccupation. Merci bien, Madame Boulier. Alors, nous avons normalement Monsieur le directeur général du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural. S'il est connecté, est-ce qu'on peut lui arracher juste quelques mots? Non? Alors, on va passer la parole à Monsieur le secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée. S'il est connecté, est-ce qu'on peut lui arracher quelques mots? Monsieur le secrétaire permanent du suivi de la filière coton libéralisée, êtes-vous avec nous? Janine, les participants ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas accès à la fonction micro. Est-ce qu'ils peuvent, ils ont la possibilité de nous envoyer ça par le chat? Si jamais ils ont des commentaires, je pourrais les lire. Voilà, ou sinon, Merci, il faut que quelqu'un dans l'équipe qui connaît la personne dont tu veux parler, puisque je ne suis plus le host, change le profil. Donc peut-être Manou peut faire ça pour toi, si tu lui indiques le nom de la personne pour qu'elle puisse aller identifier cette personne et lui permettre de parler. Oui, effectivement, je peux faire ça. Il me faudrait le nom de la personne, s'il vous plaît. Monsieur Boukari Bikenga. D'accord, je vais chercher. OK. Boukari Bikenga. J'ai permis... vous pouvez parler, Monsieur Bikenga.
Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, ok. Non, je voudrais d'abord souligner que je ne suis pas le directeur général du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural. Je suis plutôt le directeur de l'organisation des producteurs et de l'appui aux institutions rurales, OPER. Voilà. Et je n'ai pas tout suivi, malheureusement, parce que j'étais pris pour d'autres choses. Mais j'ai trouvé la communication assez intéressante et je ne pourrais pas véritablement rentrer dans le sujet comme vous l'avez souhaité. Voilà. Mais de ce que j'ai pu écouter tout à l'heure dans le commentaire de madame, j'ai noté qu'il y a 10%. Dans le mode de paiement, il y a autre qui constitue au moins 10%. Quel peut être ces autres modes de paiement? C'est un peu ça, il y a toute préoccupation que je j'espère qu'on m'a entendu. Merci. On n'a pas ces détails-là, en tout cas présentement. Je ne pense pas que les enquêteurs aient recueilli les autres modes de paiement outre ceux qu'on a explicitement mentionnés aux répondants. Toutefois, je vais regarder si c'est retracé dans les données qu'on a pu recueillir et on va enrichir le rapport de recherche de cette information-là additionnelle si elle est disponible. Très bien, merci. Merci, M. Bikenga. Et merci, Mme Boulier, pour cet élément de réponse. Nous avons M. Fidèle Yamiogo, directeur général du Fonds national de la finance inclusive. Manon, pouvez-vous lui passer la parole? Fidèle Yamiogo. Ok, je cherche. Monsieur Wango Fidèle Yamiogo. Wango Fidèle Yamiogo. Il n'est plus là, je pense. Là, tout à l'heure, je l'ai vu. Je regarde encore une fois. Ah, si. Il a la main levée. Oui, mais j'ai un petit problème avec voilà. Voilà. Monsieur... Vous me recevez? Oui, ça y est, je vous entends. OK. Bonjour, Madame Ouattara, et bonjour à toute l'équipe qui a bien voulu animer cet atelier. Je dirais que c'est avec intérêt que nous avons pu suivre l'atelier de bout en bout et qui parle d'économie numérique, des finances numériques, parle de moyens efficaces pour accélérer l'inclusion financière. Disons que le gouvernement du Burkina accorde une place importante à l'inclusion financière et cela s'est traduit par l'adoption de la stratégie nationale de la finance inclusive et qui consiste à accroître le taux ou la proportion de la population adulte burkinabé utilisant ou ayant accès à des produits et services financiers abordables et adaptés au bout de l'horizon 2023. Les thèmes abordés concernant les cotonculteurs s'inscrivent dans l'axe 2 de cette stratégie, consiste à promouvoir l'implémentation de la finance digitale. Et cela vise à élargir l'utilisation des services financiers numériques, à accompagner les innovations, surtout dans les domaines des services financiers numériques, et également à promouvoir
le partenariat entre l'État, comme mentionné dans la communication, le partenariat public-privé. Donc, cela pourrait vraiment se traduire à travers cela, ce partenariat entre l'État, les établissements financiers et surtout les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, je dirais que nous avions eu la chance de rencontrer l'équipe par rapport à l'étude à travers M. Léonceau et deux de ses collaborateurs. On a vraiment échangé de bout en bout et nos préoccupations ont été également prises en compte à travers. On a perdu M. Yamego, il m'a l'air. M. Yamego? Ok, nous allons passer à une question ici. Merci déjà à M. Yamego pour sa participation. Je ne peux que féliciter tous les acteurs à travers la coopération. Je pense qu'il y a des soucis de connexion. Oui, je pense, oui. Oui, Madame Boulier, je passe à une question ici de M. Mamadou Lamine Koli. Quels sont les coûts d'utilisation des plateformes digitales pour les agriculteurs? Et par quelle méthode, oui, et par quelle méthode pensez-vous les convaincre à les utiliser? Excusez-moi, Madame Ouattara, est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Quels sont, d'après vous, les coûts d'utilisation des plateformes digitales pour les agriculteurs et par quelle méthode pensez-vous les convaincre à les utiliser? Alors, il est difficile aujourd'hui d'indiquer des coûts, mais je répondrai plutôt à la question par rapport à ce qu'on a recueilli comme avis de la part des producteurs, c'est que les coûts, tout ce qui est frais, sont dissuasifs en fait dans l'utilisation, dans l'adoption déjà et dans l'utilisation des solutions digitales. On a vu pour les flux financiers, les paiements, ceux qui utilisent déjà les services financiers numériques sont plutôt, on va dire, découragés par les frais. Donc, l'intérêt du moins l'enjeu, en fait, pour vraiment démocratiser les services digitaux, que ce soit financiers ou non financiers, c'est de tenir au minimum, voire même de trouver un modèle d'affaires où le coût ne soit pas à la charge de l'utilisateur final, en fait. Et voilà pourquoi il est vraiment intéressant pour que les promoteurs, en fait, du modèle d'affaires trouvent le bon modèle. Maintenant, pour convaincre, tout simplement, ça passe par de la sensibilisation. La sensibilisation veut dire quoi? C'est-à-dire déjà essayer, essayer de faire le bon diagnostic de la problématique du producteur de coton et par rapport à ces problématiques-là, de concevoir en fait une solution qui réponde, en tout cas, ou qui résout une partie des problèmes, et après de partager, d'apprendre aux utilisateurs finaux les bénéfices qu'ils auraient à utiliser la solution ou le service digital. Donc voilà, c'est une explication, une sensibilisation, mais surtout aussi, si on fait beaucoup de sensibilisation, mais
l'offre qui a été conçue n'est pas bien adaptée aux attentes, mais aussi à ce qui est possible pour l'utilisateur. Il ne va pas être convaincu, il ne va pas être adhéré. Donc voilà, il faut à la fois trouver le bon modèle et faire cette... voilà pourquoi dans les recommandations que j'ai mentionnées à la fin de la présentation, je parlais souvent de sensibilisation massive. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci, Madame Boulier. Alors, je pense que nous tirons vers la fin de notre atelier de restitution. Auriez-vous un dernier mot donc, pour nos chers participants? Madame Boulier. En tout cas, j'ai ici l'occasion de remercier en fait l'ensemble des participants à cet atelier déjà, mais je pense que comme le monsieur tout à l'heure, il y avait un problème de connexion, il y a parmi les participants d'aujourd'hui des acteurs que nous avons pu rencontrer en personne à Ouaga, ou alors notre partenaire a pu rencontrer aussi à Bobo en septembre-octobre de l'année dernière. Donc, notre équipe, c'est moi-même donc, et Jean-Marie Léosco, et puis le cabinet local qui nous a vraiment aidés dans la collecte sur le terrain, qui est le cabinet Expertise Consulting. Donc, ce serait mon mot de la fin, c'est de vraiment remercier tous les informateurs qui ont bien voulu nous recevoir et discuter, échanger un tout petit peu avec nous pour nous permettre de recueillir toutes ces informations-là qui ont alimenté notre recherche et notre rapport aussi pour mener cette recherche à bien. Merci beaucoup, Madame Boulier. Alors, il semble qu'il y a un participant qui avait donc manifesté le désir de prendre la parole tantôt. On va voir s'il est encore en ligne. Monsieur Kinda Mamadi. Okay, Kinda Mamadi. Oui, voulez-vous lui donner la parole, s'il vous plaît? Monsieur Kinda Mamadi. Aïe, j'ai un peu de mal avec mon... il est parti. K-I-N-D-A. Ça y est, Monsieur Kinda, vous pouvez parler. Monsieur Kinda, c'est à vous. Votre micro est déjà ouvert, vous pouvez parler, s'il vous plaît. Super. Oui, bonjour à tous. Je voudrais, au nom du secteur permanent, la réalisation de cette étude qui vient vraiment, je dirais, à point nommé. Et on vient de rappeler que nous avons reçu l'équipe en octobre 2020, savoir Expertise Consulting, je crois. Donc, c'est pour dire qu'avec les défis, je dirais, sécuritaires, sanitaires et climatiques actuels auxquels le Burkina Faso fait face, et particulièrement également dans le secteur du coton, il faut sans dire que la question digitale est vraiment une impérieuse nécessité. Et dans ce sens que je voudrais vraiment saluer cette étude en termes de digitalisation. Du reste, il convient également de souligner que la filière est également dans cette dynamique. Avec la COVID-19 depuis la sensibilisation, en tout cas, ont été développés à travers des spots audio et vidéo à l'endroit du monde rural surtout. Donc, c'est déjà des pas pour pallier vraiment à cette question de digitalisation, en tout cas, surtout pour les
volets information. Également, dans le domaine climatique, je pense que dans certaines zones, il y a eu déjà des phases pilotes, en tout cas des phases pilotes de projets climatiques, en tout cas qui permet aux producteurs d'avoir l'information météorologique, non seulement pour les semis, dire que l'un dans l'autre, la filière est consciente qu'il faut nécessairement aller dans ces systèmes pour permettre aux acteurs vraiment de les déployer dans l'ensemble. Par ailleurs, je voudrais surtout noter un peu dans les recommandations, je voyais les parties prenantes, je voudrais que vous preniez en compte l'AICB, la fêtière de la filière, dans toutes ces questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, en tout cas fondamentales de la filière, qui sont gérées directement au niveau de l'interprofession avant que donc. C'est dans ce sens que je voudrais vraiment que vous preniez en compte un peu les parties prenantes qui sont. D'accord, c'est très bien noté. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina, qui est vraiment la fêtière de la filière. Voilà. Et tout ce qui est question majeure qui touche à la filière, tout est discuté en leur sein avant que voilà, les acteurs terrains déploient. Donc, je voudrais succéder, vraiment traduire, renouveler mes remerciements et puis dire qu'on attend impatiemment également l'étude vraiment qui pourrait en tout cas nous permettre d'exploiter voilà, pour les projets futurs. Je vous remercie. J'ai vu ça. Je viens de voir ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien noté pour l'AICB. Oui. Nous allons inclure l'AICB dans les parties prenantes. Merci, M. Kinda. Merci, Mme Boulier. Alors, notre atelier prend fin. Sur ce, grand merci à tous les participantes et participants. Et merci à M. Joseph Seninger de la coopération luxembourgeoise qui a été à nos côtés. Et juste vous rappeler que vous aurez également la réponse aux questions donc, qui n'ont pas pu avoir de réponse. Nous vous enverrons les réponses donc, par mail. Merci encore, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.